On emménage vendredi, a annoncé ma sœur par message. Maman a déjà accepté. J'ai attrapé mon téléphone. Système d'alarme armé. Caméra de sonnette en enregistrement. Puis mon écran s'est allumé. Alerte intrusion. Police envoyée. Laisse un commentaire et dis-moi d'où tu écoutes et quelle heure il est chez toi. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. La plupart des gens auraient paniqué en lisant un message comme ça. Ils auraient appelé leur mère en hurlant à propos des limites ou envoyé un long pavé émotionnel à leur sœur pour supplier un peu de respect. Moi, je ne panique pas. Je suis analyste en sécurité des données dans un grand groupe international. Toute ma carrière repose sur une seule chose, identifier les menaces, évaluer les failles et neutraliser les intrusions avant qu'elles ne compromettent le système. Et ce mardi, à 11h47, je n'ai pas vu un message familial. J'ai vu une tentative d'hameçonnage. Une demande de connexion non autorisée, essayant de forcer l'accès à ma vie. Je n'ai pas répondu. Interagir avec un acteur hostile valide son accès. J'ai posé mon téléphone sur la table de nuit et pris ma tablette. J'ai ouvert l'application de domotique de ma maison de ville historique à Chicago, que j'appellerai ici une maison bourgeoise ancienne de la banlieue de Paris pour être honnête culturellement. J'ai touché l'icône du bouclier. Mode confinement activé. Les lourds volets métalliques du rez-de-jardin ont vibré en descendant. Les serrures électroniques des portes avant et arrière ont claqué, enclenchant les goupilles d'acier secondaires. Les capteurs de mouvement de la cour sont passés en sensibilité maximale. Ma maison n'est pas juste une maison. C'est une installation sécurisée. Je l'ai achetée il y a 18 mois. J'ai tout refait à neuf et câblé chaque centimètre carré moi-même. C'était mon sanctuaire. Mon centre de contrôle. Le seul endroit au monde où le chaos familial ne pouvait pas m'atteindre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de destinée. Puis un appel manqué de ma mère, Lise. Puis une notification d'un groupe de discussion auquel je ne me souvenais pas avoir consenti. Je les ai traités comme je traite les alertes de logiciels malveillants. Balayage. Suppression. Blocage temporaire. Isolement des fichiers infectés. Je suis descendu au rez-de-jardin. C'était l'espace dont Destinée parlait. Elle appelait ça la suite invitée. Ma mère disait l'appartement libre. Elles avaient toutes les deux tort. C'était mon espace de travail. Il abritait 3 bails de serveurs, un système de refroidissement et 4 écrans affichant des flux de données en temps réel, nécessitant une habilitation confidentielle pour être consultée. Ce n'était pas un endroit pour qu'une sœur de 23 ans filme des vidéos sur les réseaux sociaux. Et certainement pas un canapé pour son petit ami Caleb, un type qui avait l'air de voler des pots catalytiques comme passe-temps. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert les coordonnées de mon prestataire de sécurité. Il était minuit, mais j'ai envoyé le message quand même, priorité urgente. Le portail arrière du jardin devait être renforcé. Le fer forgé ancien était joli, mais c'était une faille. J'ai validé le supplément urgence. J'ai validé les heures supplémentaires. Le prix n'avait aucune importance. Ma famille pensait avoir affaire à l'ancienne Samantha. Celle qui s'excusait d'exister. Celle qui maintenait la paix pour éviter les conflits. Ils n'avaient pas compris que cette version de moi avait été désactivée depuis longtemps. Ils pensaient venir pour une petite cohabitation. Ils entraient droit dans un pare-feu. J'ai observé les écrans, les voyant verts clignotants dans l'obscurité. Le périmètre était sécurisé. Qu'ils viennent. Je ne gérais pas un foyer d'urgence. Je gérais une forteresse. Le lendemain matin, les exigences financières sont arrivées. Ils n'ont même pas attendu que je confirme le déménagement. À 6h30, Destinée m'a envoyé une demande de paiement via une application de transfert d'argent française. Montant, 4 500 €. Objet, frais de déménagement et pénalité de rupture de bail. J'ai fixé le chiffre à l'écran. 4 500 €. Ce n'était pas une demande d'aide. C'était une facture. Destinée n'avait pas seulement décidé d'emménager. Elle avait déjà fait exploser sa vie précédente, en partant du principe que je paierais le nettoyage. Elle avait sous-loué illégalement son appartement de standing en centre-ville, j'en étais presque sûre, et essayait maintenant de me faire payer le prix de sa propre irresponsabilité. Elle appelait ça le soutien familial. Moi, j'appelais ça ce que c'était, une rançon. C'est là que le schéma se déclenchait d'habitude. L'ancienne Samantha aurait payé. J'aurais soupiré, fait le virement et me serais dit que j'étais une bonne grande sœur. J'aurais rangé mes serveurs pour faire de la place à ses vêtements vintage. J'aurais compromis ma sécurité pour la protéger des conséquences de son chaos.
Mais ce matin-là, en buvant mon café, la lumière grise filtrant à travers les volets d'acier, j'ai compris quelque chose de fondamental. Pendant 30 ans, j'ai vécu sous un contrat invisible. Je l'appelle le contrat d'existence. La plupart des enfants naissent dans une famille et sont aimés simplement parce qu'ils existent. Leur présence suffit. Pour moi, exister avait un coût. Mes parents, Lise et Jeffrey, m'avaient conditionné à croire que ma place à table n'était pas un droit. C'était une location. Et la monnaie, c'était l'obéissance. Si je corrigeais les notes de destinée, je payais mon loyer émotionnel. Si je prêtais de l'argent à mon père pour des investissements ratés, je renouvelais le bail de leur affection. Si je me taisais, si je réparais, si j'absorbais le stress pour que destinée n'ait rien à gérer, j'avais le droit de rester. Je n'étais pas une fille. J'étais une locataire. Et destinée ? C'était l'animal favori du propriétaire, autorisé à détruire les meubles pendant que je recevais la facture. J'ai regardé une dernière fois la demande de paiement. 4 500 €. C'était exactement le prix du renouvellement de mon bail émotionnel ce mois-ci. Le coût du calme. Les frais pour faire semblant d'être une famille normale et aimante, plutôt qu'un système parasite se nourrissant d'un seul hôte. Je n'ai pas refusé la demande de paiement. J'ai bloqué l'utilisatrice. La sensation était terrifiante. Comme couper un fil sans savoir si cela désamorce la bombe ou la fait exploser. Mais la clarté était totale. Je ne disais pas simplement non à une colocataire. Je faisais défaut sur le contrat. J'arrêtais les paiements. Je savais exactement ce qui allait suivre. Quand un locataire cesse de payer, le propriétaire ne se contente pas de s'énerver. Il tente de t'expulser. Il essaie de ruiner ton crédit. Il s'attaque à tout ce que tu possèdes. Ma mère, Lise, a appelé à 7 heures. Puis mon père, Jeffrey. Puis Destinée, encore. Je regardais les notifications s'empiler sur mon écran verrouillé comme une attaque par saturation. Ils n'appelaient pas pour prendre de mes nouvelles. Ils appelaient parce que la transaction avait échoué. Le distributeur ne donnait plus d'argent. Alors ils frappaient sur la machine. J'ai terminé mon café et me suis dirigé vers la baie de serveur dans le coin du studio. Les ventilateurs émettaient un bourdonnement régulier, rassurant. Ce n'était pas une chambre d'amis. C'était le cerveau de toute mon opération. Et je n'étais plus locataire. J'étais propriétaire. Et aujourd'hui, je délivrais un avis d'expulsion au passé. 48 heures plus tard, les acteurs hostiles sont arrivés sur site. Mon système de sécurité a envoyé une alerte vendredi à 10h47. Mouvement détecté au portail de la cour arrière. Je ne me suis même pas levé de mon bureau. J'ai simplement affiché le flux caméra sur mon 3e écran. Ils n'avaient pas loué une camionnette utilitaire banale. Ça aurait été trop pratique pour Destinée. À la place, une camionnette de déménagement haut de gamme blanche, avec service clé en main, était garée en double file dans l'allée derrière ma maison. Le genre de prestation qui facture 3 000 € rien que pour se présenter. Un argent que Destinée n'avait clairement pas. Ce qui signifiait que la facture était probablement destinée à moi. Destinée est sortie du siège passager. Elle n'était pas habillée pour porter des cartons. Elle était habillée pour produire du contenu. Lunettes de soleil surdimensionnées, ensemble beige de sport chic coûtant plus cher que ma première voiture, café glacé géant à la main. Derrière elle traînait Caleb, son petit ami. Il ressemblait moins à un partenaire qu'à un accessoire acheté en solde. Regard fuyant, barbe mal entretenue, sweat à capuche en plein mois de juillet. Ils se sont approchés du portail arrière du jardin. C'était précisément la faille que j'avais colmatée mardi. L'ancien loquet en fer forgé avait disparu, remplacé par une serrure renforcée en acier avec clavier biométrique. Destinée à taper un code. Le clavier a clignoté rouge. Elle a réessayé. Rouge. Une 3e fois, en enfonçant ses ongles en résine sur les touches. Rien n'a bougé. Accès refusé. Je l'ai regardée sur l'écran haute définition au moment exact où la réalité l'a frappée. Elle n'était pas seulement bloquée dehors. Elle était devenue insignifiante. Une personne normale aurait appelé sa sœur. Une personne normale aurait frappé à la porte. Mais Destinée était une influenceuse lifestyle en devenir, avec 12 000 abonnés et une dépendance chronique à la validation. Quand la réalité refusait de lui donner ce qu'elle voulait, elle décidait de monter le récit. Elle a sorti un anneau lumineux de son sac. L'a accroché à son téléphone. A ajusté ses cheveux, vérifié ses angles, puis lancé un direct. J'ai activé le son sur ma console de sécurité. Sa voix, aiguë et théâtrale, a envahi mon espace de travail silencieux. Salut tout le monde.
Sa voix tremblait d'une fragilité soigneusement répétée. Je ne voulais pas faire ça, mais je tremble littéralement. On vient de rouler 3 heures pour emménager chez ma sœur parce qu'elle nous a supplié de venir, et maintenant elle a changé les codes. On est littéralement sans logement. Je me suis adossée à mon fauteuil ergonomique en buvant une gorgée d'eau. C'était une étude fascinante de manipulation narrative en temps réel. Elle armait son audience, tentant d'utiliser la honte publique pour forcer une serrure physique. Les commentaires défilaient sur son écran. Je pouvais les lire dans le reflet de ses lunettes. Ta sœur est toxique. Appelle la police. Puis les fissures sont apparues. Caleb, qui n'avait manifestement pas mémorisé le scénario, s'est penché dans le champ. Chérie, les déménageurs facturent à l'heure. Il faut qu'on entre. On a déjà donné les clés aux sous-locataires. Je me suis figée. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de ma console de sécurité. Tais-toi, Caleb, a sifflé Destinée en couvrant le micro. Mais le son amplifié de la caméra l'a capté parfaitement. On ne leur a pas juste donné les clés, a insisté Caleb, la voix montant. On a pris la caution en liquide. Si on n'entre pas ici, on n'a nulle part où aller. Tu as dit qu'elle se laisserait faire. Et voilà. La charge utile. Ils n'étaient pas venus pour une visite. Ils avaient sous-loué illégalement leur appartement de stand-in en centre-ville, encaissé un dépôt en liquide et détruit leur propre situation en pariant que je céderais. Ce n'étaient pas des invités. C'étaient des occupants illégaux qui avaient brûlé leur pont avant même d'atteindre le mien. Destinée s'est retournée vers son téléphone, collant à nouveau un sourire artificiel. Désolé les amis, problème de connexion. S'il vous plaît, identifiez ma sœur. Dites-lui que la famille ne fait pas ça à la famille. J'ai sauvegardé l'extrait. Nom du fichier, preuve destinée à VE01. Elle voulait un moment viral. Elle voulait exposer nos affaires privées sur la place publique. Parfait. Je croyais à la transparence. J'ai téléversé la vidéo dans mon stockage sécurisé. Il n'entrerait pas. Mais il venait de me fournir les munitions nécessaires pour s'assurer qu'il n'entrerait jamais. Les renforts sont arrivés 40 minutes plus tard. Ma mère, Lise, a garé son SUV sur le trottoir, bloquant la piste cyclable. Mon père, Jeffrey, a sauté hors du véhicule avant même que le moteur ne s'arrête. Il ne portait pas sa tenue habituelle de golf. Il portait son costume de négociation agressive. Celui qu'il mettait pour des prises de contrôle hostiles. Et d'une certaine manière, c'était exactement ce qu'ils venaient faire. Ils n'ont même pas essayé de sonner. Ils sont allés droit vers le clavier du portail du jardin. Jeffrey a entré un code. Mon ancienne date d'anniversaire. Accès refusé. Il a essayé mon numéro de sécurité sociale. Accès refusé. Il a secoué le portail, testé les gonds, cherché une faille physique. En les observant sur mes écrans, j'ai ressenti une étrange distance clinique. En psychologie comportementale, il existe un concept appelé explosion d'extinction. Il décrit ce qui se produit lorsqu'un comportement conditionné cesse d'être renforcé. Tu mets une pièce dans un distributeur automatique. La boisson ne tombe pas. Tu ne pars pas calmement. Tu appuies plus fort. Tu secoues la machine. Tu cries dessus. Tu escalades. Ma famille était en plein milieu d'une explosion d'extinction parfaitement académique. Pendant 30 ans, j'avais été leur distributeur automatique. Je fournissais de l'argent, du travail, de la disponibilité et de l'obéissance à la demande. Et maintenant que la machine était hors service, ils refusaient d'accepter la nouvelle réalité. Ils essayaient de la renverser. Jeffrey a sorti son téléphone. Je pensais qu'il m'appelait. Mon téléphone est resté silencieux. 5 minutes plus tard, une camionnette blanche s'est arrêtée devant la maison. Un serrurier d'urgence ouvert 24 heures sur 24. Je me suis redressée. Ce n'était plus une simple crise de colère. C'était de l'ingénierie sociale. L'une des techniques de piratage les plus efficaces qui existent, parce qu'elle exploite l'empathie humaine plutôt que le code informatique. J'ai augmenté le gain des micros extérieurs. Elle fait une crise, expliquait Jeffrey au serrurier, la voix chargée d'une inquiétude fabriquée. On n'a plus de nouvelles depuis des jours. Elle a changé les codes dans un état maniaque. On doit juste entrer pour vérifier qu'elle va bien. Je suis le propriétaire. J'ai cosigné le prêt. Un mensonge brillant. Il reposait sur le désir du serrurier de jouer au héros, d'aider un père inquiet à sauver sa fille. Le serrurier a hoché la tête et sorti une perceuse lourde de la camionnette. Il allait percer ma serrure biométrique sur la base d'une histoire totalement inventée. Je ne suis pas monté en courant. Je n'ai pas crié. J'ai simplement activé le système de sonorisation extérieure.
Ma voix, amplifiée et parfaitement nette, a résonné dans la cour comme une voix venue du ciel. Attention! Cette conversation est enregistrée et diffusée en direct vers un stockage sécurisé externe. Le serrurier s'est figé. Jeffrey a levé les yeux vers la caméra. Son visage est passé de la fausse inquiétude à la rage pure. Je suis l'unique propriétaire de ce bien, ai-je poursuivi, lisant calmement l'acte de propriété affiché sur mon deuxième écran. Les individus présents au portail sont en violation de propriété privée. Si vous tentez de forcer cette serrure, monsieur, vous commettez un délit pénal d'effraction et vous perdrez votre licence. J'ai déjà enregistré votre plaque d'immatriculation. Le serrurier a regardé la caméra. Puis Jeffrey. Le sort de l'ingénierie sociale s'est brisé instantanément contre le mur de la responsabilité juridique. Vous avez dit que vous étiez le propriétaire, a dit le serrurier en rangeant sa perceuse. Je suis son père, a hurlé Jeffrey, laissant tomber le masque. Elle est mentalement instable. Elle me paraît très stable, a répondu le serrurier. Puis il est remonté dans sa camionnette et est reparti sans se retourner. Mon père est resté là, rouge de colère, impuissant, secouant les barreaux d'acier de mon portail. L'explosion d'extinction avait atteint son pic. Il avait essayé la force, la manipulation, la fraude. Et la forteresse avait tenu. Mais quand j'ai vu Destinée lui murmurer quelque chose à l'oreille, en pointant le clavier, j'ai compris que la surface d'attaque venait de changer. Ils avaient abandonné l'idée d'entrer. Maintenant, ils allaient essayer de me détruire. Le vacarme à l'extérieur était devenu une agression physique. Mon père frappait le bas du portail. Ma mère hurlait assez fort pour être entendue 3 maisons plus loin. Destinée racontait sa victimisation en direct à son audience. Mais à l'intérieur du studio, le silence était total. Je ne regardais plus ma famille. Mes yeux étaient rivés sur le 3e écran. Sur l'anomalie du système. Caleb. Pendant que Jeffrey jouait le patriarche offensé et que Destinée jouait la demoiselle en détresse, Caleb faisait les 100 pas. Il ne regardait pas la maison. Il regardait la rue. Il consultait sa montre. Il avait l'air d'un homme qui savait que le temps jouait contre lui. Dans mon métier, on appelle ça un indice comportemental. J'ai réduit le flux caméra et ouvert une nouvelle fenêtre de terminal. Je n'ai pas utilisé un moteur de recherche public. Ça, c'est pour les amateurs. J'ai utilisé un outil d'enquête de fond professionnel, du genre réservé au contrôle de sécurité pour sites gouvernementaux. J'ai saisi le nom complet de Caleb, récupéré sur un courrier que Destinée avait imprudemment montré dans une story sur les réseaux sociaux 2 semaines plus tôt. La barre de recherche a tourné 3 secondes. Puis l'écran s'est rempli de textes rouges. Alerte, mise en examen active. État de l'Illinois contre Caleb Miller. J'ai fait défiler le dossier. Ce n'était pas une amende. Ce n'était pas une infraction mineure. C'étaient 3 chefs d'accusation pour vol aggravé et 1 pour usurpation d'identité aggravée. Il était actuellement en liberté sous caution, en attente de son procès. Et selon les conditions de sa liberté conditionnelle, clairement indiquées en bas du document, il lui était interdit de quitter l'État de l'Illinois. Je me suis adossé à ma chaise. L'air froid du système de refroidissement des serveurs m'a frappé la nuque. Tout s'est mis en place. Ils n'étaient pas simplement sans logement. Ils étaient en fuite. Ils n'étaient pas venus rendre visite. Ils fuyaient une juridiction. Et ils avaient amené cette responsabilité jusqu'à ma porte. Mais la prise de conscience suivante a été bien plus froide. Et bien plus dangereuse. Ce n'était pas une question de sécurité. C'était une question de survie. Je détiens une habilitation de sécurité fédérale de niveau très élevé, avec accès compartimenté sensible. C'est le sésame absolu de ma carrière. Elle implique une surveillance continue. Tous les 5 ans, des enquêteurs interrogent mes voisins, analysent mes finances et passent au crible mes relations. Il existe une directive très précise concernant la conduite personnelle et les associations avec des éléments criminels. Si j'autorisais un homme poursuivi pour crime financier à résider chez moi, s'il recevait du courrier à cette adresse, s'il dormait sous mon toit, je serais immédiatement signalé comme menace interne. Mon habilitation serait suspendue. Mon contrat annulé. Ma carrière à 6 chiffres, construite pendant 10 ans, anéantie. Inemployable dans mon domaine. Ma famille ne me demandait pas une chambre. Elle me demandait de me suicider professionnellement. J'ai réactivé le micro extérieur. Les sanglots de ma mère ont envahi la pièce. J'ai appuyé sur le bouton de communication, écrasant leur vacarme. Destinée. Ma voix, froide et métallique, a traversé les haut-parleurs. Regarde la caméra.
Dehors, destinée à cesser de pleurer instantanément. Elle a levé les yeux, plissant face au soleil. Tu savais? Ai-je demandé. Tu savais que Caleb était actuellement en liberté sous caution pour 3 chefs d'accusation de crimes d'usurpation d'identité? À côté d'elle, Caleb a sursauté. Il a relevé sa capuche, détournant le visage. Il n'a rien fait, a hurlé Destinée. C'est un malentendu. Et alors? On s'en fiche de son casier. Tu as largement assez d'argent. Tu peux lui payer un avocat. L'air a quitté mes poumons. Elle savait. Elle savait qu'il était criminel. Elle savait qu'il fuyait l'État. Si un criminel vit à cette adresse, ai-je dit lentement pour qu'elle comprenne bien, je perds mon habilitation de sécurité fédérale. Je perds mon emploi. Je perds tout ce que j'ai construit. Tu le savais ça? Destinée à lever les yeux au ciel. Je l'ai vu en haute définition. Oh mon Dieu, Samantha, tu es tellement dramatique. Tu es intelligente. Tu retrouveras un autre boulot. Ouvre juste le portail. On n'a nulle part où aller. Voilà. Le dernier point de données. La corruption totale du fichier. Elle n'ignorait pas le coup. Elle y était indifférente. Elle était prête à incendier toute ma vie pour garder son petit ami au chaud quelques mois de plus. J'ai fermé la fenêtre du rapport d'enquête. J'ai ouvert le dossier intitulé Force de l'ordre local. Tu as raison, ai-je dit calmement. Tu n'as nulle part où aller. Mais Caleb, lui, si. Mon père, Jeffrey, n'a pas bien encaissé le refus. Il a réagi exactement comme la théorie de l'explosion d'extinction le prédit. Quand la manipulation psychologique échoue, on passe à la force. Il est allé jusqu'à son SUV, a sorti une barre d'aimante-pneus et est revenu vers le portail du jardin. Je te sauve de toi-même, a-t-il hurlé en frappant l'acier renforcé. Le bruit était atroce. Métal contre métal. La peinture thermolaquée, éclatant à chaque coup. Il n'essayait pas de me sauver. Il essayait de briser la serrure pour reprendre le contrôle. Je n'ai pas bronché. J'ai observé l'écran et enregistré les dégâts. Intégrité structurelle du portail compromise. Coût estimé des réparations, 3200 €. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro d'urgence. Tentative d'effraction en cours, ai-je dit calmement. L'agresseur est armé d'une barre métallique. Je suis une femme seule à l'intérieur du domicile. Le temps d'intervention a été inférieur à 4 minutes. Quand les lumières bleues ont balayé les murs de la cour, la dynamique a changé instantanément. Jeffrey a lâché la barre. Ma mère, Lise, s'est effondrée sur le trottoir en sanglots. Destinée à ranger son téléphone. Ils ont changé de masque à l'unisson. D'agresseurs, ils sont devenus une famille inquiète et terrifiée. J'ai observé depuis la fenêtre pendant que 2 policiers s'approchaient. Mon père les a rejoints à mi-chemin, les mains levées. Dieu merci vous êtes là, l'ai-je entendu dire. Ma fille est à l'intérieur. Elle fait une crise psychotique. Elle s'est enfermée. On essayait d'entrer avant qu'elle ne se fasse du mal. C'était une performance convaincante. Les policiers ont regardé le portail, puis la maison. Ils y croyaient. C'était le moment où j'aurais dû avoir peur. Le moment où l'ancienne Samantha serait sortie en pleurant. À la place, j'ai pris ma tablette. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée et désactivé la serrure et suis sortie sur le perron. Le silence est tombé sur la cour. Je n'étais pas en pyjama. Je ne pleurais pas. Je portais un blazer. Et je tenais ma tablette comme un bouclier. Madame, a demandé l'agent le plus âgé, la main près de sa ceinture. Est-ce que tout va bien? Je vais parfaitement bien, agent, ai-je répondu d'une voix stable. Je suis l'unique propriétaire de cette maison. Ces personnes sont en violation de propriété privée. Elle n'est pas lucide, a sangloté ma mère. Elle pense qu'on est ses ennemis. Je suis passée devant elle comme si elle n'existait pas. J'ai tendu la tablette au policier. Voici une vidéo en haute définition de cet homme attaquant mon portail avec une barre métallique il y a 3 minutes. Il s'agit de dégradation de biens. L'agent a regardé la vidéo. Son attitude s'est raidie. Il a levé les yeux vers Jeffrey, puis de nouveau vers l'écran. Et j'ai fait défiler vers le fichier suivant. Et cet homme en sweat à capuche? C'est Caleb Miller. Je pense que si vous contrôlez son identité, ai-je dit calmement, vous constaterez qu'il viole actuellement les conditions de sa liberté sous caution en quittant l'État de l'Illinois afin d'échapper à 3 chefs d'accusation de fraude criminelle. Le silence qui a suivi a été total. Caleb a tenté de reculer vers la camionnette, mais le deuxième policier était déjà en mouvement. Monsieur, restez exactement où vous êtes, a ordonné l'agent. C'est une erreur,
a hurlé Destinée en s'accrochant au bras de Caleb. Elle a piraté ses dossiers. Elle est folle. Vos papiers, monsieur. Maintenant. La vérification a pris 30 secondes. La radio a grésillé. Mandat actif. Risque de fuite. Les menottes ont claqué. C'était le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu. Pendant qu'ils emmenaient Caleb vers la voiture de police, Destinée me hurlait des insultes à plein poumon. Mon père est resté figé. Il a regardé la barre métallique au sol. Puis il m'a regardé, moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Il a compris qu'il n'était plus la figure d'autorité. Il était juste un vandale sur ma propriété. Mademoiselle Travers, a dit l'agent le plus âgé en me rendant ma tablette. Souhaitez-vous porter plainte pour le portail? J'ai regardé mon père. L'homme qui m'avait appris que l'amour était conditionnel. Et que l'obéissance était obligatoire. Oui, ai-je répondu. Je souhaite porter plainte. Et je veux qu'ils soient tous immédiatement interdits d'accès à la propriété. 30 jours plus tard, c'est le silence qui m'a frappé en premier. La camionnette de déménagement avait disparu. Les cris avaient disparu. Le chaos avait disparu. Les conséquences juridiques avaient été précises. Et dévastatrices. Mon père a plaidé coupable pour dégradation volontaire, une infraction mineure, afin d'éviter un procès. L'ordonnance restrictive contre 3 a été prononcée pour 5 ans, en raison de la tentative d'effraction et de la menace pesant sur mon emploi fédéral. Caleb attendait son extradition vers l'Illinois. Je suis descendu au studio du rez-de-jardin. Le soleil du soir projetait de longues ombres sur le sol. Je me suis assise à mon bureau. Et j'ai observé le panneau de sécurité fixé au mur. Pendant des années, à chaque vibration de mon téléphone, mon estomac se nouait. À chaque apparition du nom de ma mère, je me préparais à la culpabilisation. À chaque apparition du nom de mon père, je me préparais à une exigence. Mais désormais, le panneau affichait une seule couleur, stable. Vert. Système armé. Périmètre sécurisé. Et j'ai compris. Je n'avais pas construit ces murs pour empêcher l'amour d'entrer. Je les avais construits pour tenir le chaos à distance. Pour pouvoir, enfin, entendre mes propres pensées. J'avais passé 30 ans à payer un loyer. Pour une famille qui ne m'avait jamais vraiment laissé emménager. Mais le bail était rompu. L'expulsion était définitive. J'ai ouvert le dossier sur mon ordinateur intitulé Obligations familiales. J'ai tout sélectionné. Puis j'ai appuyé sur Supprimer. Si toi aussi tu as déjà dû bâtir une forteresse pour protéger ta paix, partage cette histoire. Tu n'es pas seul.